Alors l'Espagne à présent, grosse polémique en Espagne qui touche le FC Barcelone, Fred. Le club catalan aurait payé royalement pendant près de 20 ans. Ah, il a. Il a, alors si tu veux, on y C'est va. reconnu. Ah non, mais c'est C'est reconnu par le reconnu. Barça. Il a reconnu aussi Ah bah bien sûr, il peut pas faire avoir autrement. été payé. Payé pendant près de 20 ans, pendant 17 ans précisément, l'ancien vice-patron des arbitres espagnols. Donc on est dans un soupçon de corruption active. Oui, simplement. alors l'ancien, il ne l'est plus depuis 2018, mais quand le Barça payait Monsieur Enriquez Negreira, il était vice-président du comité des arbitres. En fait, tout est parti d'un contrôle fiscal sur les années 2016, 2017, 2018. La société dont il est le gestionnaire unique, le gérant unique, on dit en français, Monsieur Enriquez Negreira, on a vu les paiements du Barça, c'est environ 500 000 euros par an. Société uniquement alimentée par les paiements du Barça d'ailleurs. Voilà, c'est ça. C'est tout. De conseils sur l'arbitrage. C'est-à-dire que ce monsieur était payé 500 000 euros pour conseiller le Barça sur les arbitres. Ce qui se fait. D'anciens arbitres sont régulièrement dans des clubs une fois leur carrière terminée pour, par exemple, ils leur expliquaient les nouvelles règles, Comment se comporter par rapport aux arbitres. Attention, tel arbitre. Attends, Johan, oui. Non, vas-y, Oui, finis. oui, parce que je vais expliquer. Vas-y, très clair. Tel arbitre, attention, il n'aime pas trop parler, lui. Voilà, ça paraît logique. Le seul truc, c'est que ce monsieur était supposé donner des rapports, des dossiers pour expliquer ça. Alors déjà, il y avait un conflit d'intérêts parce que tu es vice-président des arbitres et tu es rémunéré par un club. C'est un problème. Il se trouve que le fisc espagnol a demandé à ce monsieur de fournir des preuves des dossiers qui étaient donnés, des conseils. Il dit non, il n'y a pas de preuves. C'est que oral. Bon, ce week-end, Ernesto Valverde, un type au-dessus de tout soupçon, enfin c'est l'un des types les plus appréciés en foot espagnol, qui est aujourd'hui l'entraîneur de l'Athletic Club de Bilbao, qui a été entraîneur du Barça. Il a commencé à être entraîneur du Barça en 2017, donc alors que le Barça payait encore ce monsieur pour les fameux conseils, les activités de conseil, comme on dit aujourd'hui, sur l'arbitrage. On lui a posé la question en conférence de presse samedi, il dit je suis désolé, moi aucun rapport. Je n'ai jamais rien lu, je n'ai jamais entendu parler de ça. Si c'était oral alors, voilà pourquoi. Oui, enfin, il est quand même l'entraîneur. Donc, c'est-à-dire que c'est les joueurs et l'entraîneur qui sont supposés recevoir les informations. C'est pas au président qu'on donne des informations sur les arbitres. Je suis désolé. C'est comment tu dois te comporter avec le truc. Ernesto Valverde dit, je suis désolé, j'ai jamais entendu parler, j'ai jamais mis en main. Voilà. Donc, en fait, il y a un gros soupçon de corruption, tout simplement. Je peux préciser une chose, Fred, Ouais. ce que je disais à l'instant là, c'est que ce Enriquez Negreira était celui qui gérait et annonçait les montées et les descentes des arbitres. Voilà. Parce que la première défense qui a été donnée, parce que les arbitres aujourd'hui ont très peur de ce qui se passe, et certains ont dit mais non, mais il n'avait pas de pouvoir, c'est pas lui qui faisait les désignations d'arbitres, c'est pas lui qui désignait les arbitres. Il se trouve que dans les archives, on a retrouvé que oui, mais surtout c'était lui qui gérait les montées et les descentes. C'est-à-dire c'est lui qui faisait ou défaisait les carrières. Parce qu'être arbitre en deuxième division et en première division, c'est pas le même salaire. Voyez le truc. En plus, ça a été confirmé par un type qui s'appelle M. Andouar Oliver. C'est un vieux copain à moi, qui est un arbitre international. Aujourd'hui, c'est un vieux monsieur. Et j'ai travaillé avec lui à la télé sur le Mondial 2006. On est devenus copains. Et lui a dit à la radio, sur Radio Marca la semaine dernière, il dit oui, je peux même vous dire une chose, c'est qu'on avait quand même des soupçons sur ce mec, on ne le trouvait pas clean. Et surtout, le fils de ce monsieur, qui faisait du coaching d'arbitre, et emmener les arbitres au Camp Nou. C'est-à-dire que le fils du président du comité des arbitres, qui en plus de ça touchait de l'argent pour conseiller les arbitres, était celui qui emmenait, pour conseiller le Barça sur les arbitres, était celui qui emmenait les arbitres qui arbitraient les matchs du Barça. Bon. Il les emmenait au stade. Tebas, très emmerdé par cette histoire, le président de la Liga, a dit que oui, il y a des soupçons de corruption et de malversation, mais sportivement, le Barça ne risque rien, c'est-à-dire qu'il ne peut plus, sur le papier, oui, tu dis, on va leur enlever des points, peut-être, on va peut-être le faire descendre en deuxième division. Leur retirer les trophées, c'est impossible. Mais c'est-à-dire qu'il y a prescription. La loi du sport 3 ans, c'est ça. Dit qu'il y a une prescription de 3 ans. Monsieur Enriquez Regera, en 2018, est viré. Et comme par hasard, le Barça, une fois qu'il n'est plus vice-président des arbitres, décide d'arrêter de payer pour ses conseils. Il gagnait 500 000 euros par an. Le Barça a pris une autre personne, un ancien arbitre, pour le conseiller sur les arbitres. Vous savez combien il paye cet arbitre ? 25 000 euros par an. Alors qu'à ce monsieur, il payait 500 000 euros par an.
Ça sent pas très très bon. On ne comprend pas comment on peut payer 500 000 euros à un type qui est jugé parti et qui fait des rapports qu'on ne voit pas. Mais il n'y a pas la preuve. Comme en Italie, il y avait bien des enregistrements, des enregistrements de conversations au téléphone, des écoutes téléphoniques qui prouvaient ça. Ouais, mais après collectivement, c'est vrai qu'il les rend très forts. Ils ont cette cohésion qui n'existait pas avant. Tactiquement, c'est très bien huilé. Et puis après, en plus, je pense qu'en ce moment, il a la baraka quand même. Quand tu vois ce qu'il fait avec Weghorst contre Barcelone en le faisant jouer en numéro 8 et qu'au final, je ne sais pas quel impact finalement, je ne sais pas s'il avait joué en 9, s'il y aurait eu le même résultat ou pas, mais parce qu'il était un peu perdu quand même. Mais moi, j'ai trouvé ça génial comme inspiration, comme plan de jeu. Pour faire déjouer un petit peu le Barça, notamment au milieu de terrain, pour replacer Rashford dans l'axe, alors que Xavi, par exemple, avait fait bouger Araujo arrière droit à la base, j'imagine, pour contrer Rashford. Pour contrer, bien sûr. Donc c'est vrai que moi j'aime tout ce qu'il fait, on en avait déjà parlé un petit peu, j'ai pas mal de messages sur les réseaux de nos auditeurs fans de United qui trouvent qu'on ne parle pas assez de United et de Ten Hag, donc c'est bien qu'on le fasse aujourd'hui parce qu'ils sont dans cette course au titre, ils font vraiment du très bon travail, ils ont la finale de la Coupe de la Ligue qui arrive le week-end dimanche là contre Newcastle, qui est donc le premier trophée à remporter ici en Angleterre, ils sont encore dans 4 compétitions, ils peuvent faire le quadruplé, ils en sont encore capables, donc même si ce serait un quadruplé d'Europa League, mais c'est pas grave, ce serait un beau quadruplé quand même, donc c'est vrai et je pense qu'ils croient vraiment maintenant, je pense qu'ils y croient vraiment au titre, ils croient vraiment, ils ont cette foi en eux qu'ils n'avaient peut-être pas avant. Il a déjà signé un double-double alors que nous sommes le 20 février 2023. 10 buts, 10 passes décisives. Comment on commente ces performances ? Est-ce que tout le monde est ahuri, étonné, ébahi par les performances du Frenchie ? Bah oui, parce que c'était un no-name, c'est un no-name quand même lorsqu'il débarque. Randall, tu vois, on le connaissait pas du tout. Et moi, j'avais eu quelques matchs avec Nantes, mais ça s'arrêtait là. Et en fait, c'est évidemment la révélation de la saison. Alors, il fait pas un grand match contre Brême, parce que Brême n'a pas fait non plus grand chose. Donc, il marque évidemment son 10e but en Bundesliga. Mais c'est surtout aujourd'hui, t'as l'impression que c'était la pièce manquante de Francfort, parce que il y a évidemment cette rencontre contre Naples. Donc, Francfort, ça évidemment l'outsider, j'ai envie de dire une fois de plus. Mais t'as l'impression que c'est l'attaquant qu'il leur fallait, tellement il bouge, tellement il est capable de faire briller ses coéquipiers, tellement ses coéquipiers peuvent le faire briller aussi. Et Randall, si tu veux, alors on en parle beaucoup en ce moment, évidemment, parce qu'il y a la fin de saison, parce que ça va être difficile pour Francfort de le conserver, sauf que, évidemment, Marcus Krösche, le directeur sportif de Francfort, joue sur du velours, parce qu'il n'y a pas de clause de départ, donc s'il y a quelqu'un qui veut l'acheter, il va vraiment falloir sortir le chèque. Et comme il est de plus en plus performant, et ben, la cote, elle monte de plus en plus, et on est parti de 60 millions, aujourd'hui on parle de 100 millions. Moi, je pense très honnêtement que Francfort peut le conserver s'ils finissent dans les 4 premiers de la Bundesliga en fin de saison. Donc ils sont à nouveau qualifiés pour la Ligue des Champions. Ça fera une deuxième année. Ça se trouve, il y aura une prolongation de contrat. Si Francfort ne finit pas dans les 4 premiers, il est pas fort possible que l'international français parte. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai pas vu sur ces dernières saisons quelqu'un comme ça qui était pas connu. Et on comprend, a posteriori, on comprend pourquoi un club comme Fribourg avait proposé, si ma mémoire ne me fait pas défaut, 7 millions d'euros 6 mois avant la fin de son contrat. Oui. Et si tu veux, parce qu'ils avaient repéré, et Fribourg, c'est pas les plus mauvais pour aller chercher des joueurs. Là, mais honnêtement, c'est une vraie révélation, quoi. Je sais pas ce qu'ils vont lui donner comme titre à la fin de la saison lorsqu'ils font. Il est, à mon avis, en route, peut-être pas pour être le meilleur joueur de la saison. C'est à Bellingham, Moussiala, etc. Mais il est pas loin. Il sera sûrement dans le trio. Je suis très inquiet pour le football. Mais vraiment, chaque semaine qui passe, je suis un peu plus inquiet. Et avec ce dont je vais parler dans quelques minutes sur le Barça, c'est-à-dire que même si les historiques commencent à faire n'importe quoi, on est très mal. Là, ce qui se passe en Angleterre, mais sincèrement, moi, je suis Julien Laurens, je m'inquiète. Je veux dire, l'Angleterre est en train d'être totalement dépossédée de ses clubs. Et tu te dis, Manchester United est à vendre, peut-être qu'il pourrait revenir dans un giron anglais. Non, ça part mais tu sais pas. Tu sais pas. Peut-être. Radcliffe peut aussi être choisi. Ouais, on verra. Il y a une possibilité. Et ça fait quoi dans un pays s'il y a le Qatar avec Manchester United, même dans un pays et dans la même ville, et City avec les Émirats Arabes Unis. Enfin, je veux dire, c'est Newcastle et l'Arabie Saoudite. Et voilà, c'est-à-dire que moi je trouve ça terrible. Le foot est en train de disparaître. Le foot est mondialisé.
Ils ont le droit d'investir. Ouais, mais enfin, c'est pour l'européen. Non, mais moi, je pense que le foot est fini. Donc, Ah oui, carrément. Ah, mais le foot tel qu'on l'a connu est terminé. Moi, le foot que j'ai connu jeune est terminé. Et même au début de ma carrière, il y a un peu plus de 30 ans, le foot est tu voudrais que les totalement Français détiennent les clubs français, espagnols, les clubs espagnols, non, mais anglais, qu'il y a un petit peu d'identité dans les clubs, quoi. Ouais, voilà, l'identité, mais on en revient par la nationalité du propriétaire. Regarde Leicester, par bien exemple. sûr. Oui, mais non, je trouve que c'est un super exemple, moi, Leicester. Je le dis par un Thaïlandais. Mais aujourd'hui, je l'ai dit plein de fois, la Super League existe. C'est l'Angleterre. Voilà, c'est tout. Il y a plus d'argent à chaque fois. Le jeu est brillant et honnêtement, tout au long de la saison, il est brillant. Il n'y a pas eu de vagues ou tout comme ça. Il y a très peu de blessés là. Il y a Raspadori qui va être absent une quarantaine de jours. Mais c'est pas un premier choix, donc à la limite, il y a toujours Simeone derrière Osimhen. L'un des plus grands succès du Napoli cette année, et notamment de Luciano Spalletti, c'est quand même qu'il a réussi à faire taire son président. Ça, c'est quand même exceptionnel, parce que l'ami De Laurentiis, c'est le premier, non pas pour faire de la gérance, parfois. Non, mais pour appuyer quand ça va moins bien ou des trucs comme ça. C'est le premier pour mettre le feu, tout simplement. C'est même pas amplifier quelque chose qui arrive. C'est que lui-même met le feu à son équipe s'il y a un match nul, une contre-performance, quelque chose qui lui a pas plu, un attaquant qui n'a pas fait un retour défensif. Il est capable de dézinguer tout le monde, de dire à l'entraîneur, bah moi je veux ça, je veux ça, je veux ça. Ouais, bah de toute façon, tel joueur, s'il veut pas jouer chez nous, je l'enverrai en Chine, etc. C'est ce qu'il avait fait à Mertens, c'est ce qu'il avait fait à d'autres joueurs, à Caleron, etc. Donc là, il se tait, et ça, franchement, c'est incroyable d'avoir réussi à faire taire De Laurentiis. C'est encore mieux que de gagner le Scudetto. Ouais, c'est un deuxième Scudetto. C'est incroyable. C'est une machine offensive. Tout le monde parle de Osimhen, Gvara, mais à juste titre, parce que Julien disait au tout début de cette émission qu'avec Rashford, c'était peut-être les 3 meilleurs joueurs du moment en Europe, dans les grands championnats européens. Vous êtes à 73 buts en 29 matchs. Vous êtes sur une quinzaine de joueurs qui a marqué depuis le début de la semaine. Des défenseurs qui marquent, des milieux qui marquent, des attaquants qui marquent, des remplaçants qui marquent. Ça, c'est aussi très important. Dans une logique de bras de fer sur 90 minutes, voire sur match aller, match retour, peut-être sur une prolongation, on ne sait jamais ce qui peut se passer, etc. L'effectif, il n'est pas incroyable. C'est pas le meilleur effectif d'Italie, c'est même pas le deuxième meilleur effectif d'Italie. Simplement, tout le monde se sent concerné, et le grand succès aussi de Spalletti, c'est d'avoir réussi à former un groupe